Lorsqu'on parle culture, notre invité est comme dans son jardin. Il en parle sous toutes ses formes chaque matin sur France Inter dans Boomerang, mais il parle aussi cinéma chaque semaine dans Le Cercle et littérature une fois par mois sur Canal+ dans l'émission 21 cm. Bonjour Augustin. Trapenard. Oui, on va se faire la bise. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Mais merci de me recevoir, je suis très fier. Pour cette émission spéciale fin d'année. On va débriefer avec vous votre année évidemment, mais l'année média en général. Et puis on recevra une personnalité qui vous inspire. Voilà, c'est la mission qu'on vous avait donnée. On le dit pas encore ? Non, nous donner un nom, on découvrira ça tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai ma première question forcément pour ouvrir cette émission. Si vous deviez qualifier votre année 2017 en un mot, ce serait lequel ? Curieuse. Curieuse dans tous les sens du terme, curieuse un petit peu étrange et curieuse toujours à l'affût de nouveautés, d'horizons différents. C'est ce qui me guide, la curiosité. On vous retrouve évidemment sur Inter, sur Canal+, cinéma et sur Canal. Un rythme de dingue, vous faites comment pour tenir ? Je suis animé par ma passion. Et ça, c'est rare. Vous savez, moi, j'ai un père qui avait un métier socialement très gratifiant, mais qui détestait son métier. Et je l'ai vu tous les matins. C'était quoi son métier ? Il était banquier. Et je l'ai vu tous les matins, je le voyais mal, en fait. Moi, j'ai eu une chance folle, et on est peu à avoir cette chance folle. Et je pense qu'il faut en profiter largement. Et c'est ça qui m'anime, la passion de mon métier, la curiosité. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Qu'est-ce qui relie ces trois émissions, au fond ? La curiosité, encore une fois, je pense, et puis un goût profond pour les arts et pour la parole de l'artiste. Moi, je crois beaucoup en la parole de l'artiste, c'est-à-dire que je l'entends, je l'écoute, pour moi, elle fait sens. Aujourd'hui, recevoir un artiste, très souvent, vous savez, ça peut être un petit peu paillette. On reçoit un artiste parce que les gens le reconnaissent. Moi, je les écoute volontiers et je pense que leur parole fait sens parce que c'est une parole qui, souvent, n'est pas du tout suturée. C'est une parole qui tremble, qui trébuche et qui est souvent assez dissidente. Ça veut dire que vous ne faites pas que de la promo ? Vous ne les prenez pas que j'ai beaucoup de mal avec ce... Donc déjà non, 21 cm en est la preuve, mais surtout j'ai beaucoup de mal avec ce terme de promo, qui est un terme qui a été inventé par des gens qui détestent la culture en fait. Et ce qui est terrible, c'est que c'est rattrapé aujourd'hui par les artistes qui l'utilisent. Mais pour moi, je ne vends rien, si vous voulez, donc la promotion, ça n'a aucun sens pour moi. J'essaye d'interroger un artiste sur son œuvre, sur sa vision du monde et sur sa vision de l'art. Alors évidemment, il parle de sa dernière œuvre. Si vous appelez ça promo, tant mieux, mais comment envisager l'œuvre de quelqu'un sans parler de sa dernière œuvre et remonter comme ça le fil de sa création ? Alors, on le disait, vos journées sont très chargées, mais à quoi ressemble-t-elle vraiment, Amandine Colonget ? Ça suivi. Elle est venue. Cet après-midi-là, nous sommes à Paris, sur l'île de la Cité, à une adresse mythique, quai des Orfèvres. Pas de flics, de voleurs, ni de ripoux au rendez-vous, nous sommes chez l'intello cool du PAF, Augustin Trapenard. C'est l'intellectuel pas chiant, quoi. À la radio comme à la télé, ce trentenaire à l'allure rock déringardise la culture, lui donne un coup de jeune dans un style parfois exalté. C'est un elfe rieur et travailleur. Impossible de parler de lui sans évoquer son chien Jean-François qui trône au milieu du salon. Le tube, Isabelle Iturburu. Nous avons suivi Augustin Trapenard pendant quelques jours pour mieux comprendre qui se cache derrière ce dandy de la culture. Quelques jours plus tôt, on retrouve Augustin Trapenard devant sa deuxième maison, France Inter. Il est 8h. Ce matin, il file préparer son émission Boomerang qu'il présente maintenant depuis 3 ans. Là, il y a Sonia de Villa qui est juste après moi, avec Violaine, sa réalisatrice. C'est vraiment mes copines. Coucou! Chaque matin, plus d'1 million de paires d'oreilles l'écoutent. On est allé parler de ce succès avec la boss de la station, Laurence Bloch. Je pense qu'une chaîne n'existe que si elle est incarnée par des gens qui ont du tempérament, qui ont une personnalité, qui ont du caractère. Et je crois qu'Augustin, il a ces 3 choses-là. Voilà, tempérament, personnalité, caractère. En plus, il a de la passion. Moi, je pense que France Inter, c'est une grande chaîne culturelle. Et pour moi, Augustin, c'est peut-être la personne qui l'incarne le mieux. Hey, Sophia. Tu s'entends bien avec tout le monde. Ramène ta fraise. Dans les couloirs de France Inter, rencontre avec l'une de ses collègues et amies, Léa Salamé, qui ne tarit pas d'éloges. C'est le garçon qui lit le plus, vraiment. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de recevoir les gens sans avoir lu les livres. Il bosse comme un fou, il bosse comme un chien, il est insomniaque, donc il bosse la nuit. Il a tout lu, tout vu, et il travaille énormément.
Ce côté bosseur s'explique notamment par son CV. Normalien, agrégé d'anglais, un parcours atypique qui plaît. D'abord critique littéraire, il débute à la télévision à France 24. Nous sommes alors en 2008. Notre nouveau chroniqueur littéraire Augustin Trapenard est allé y voir de plus près. Bonjour Augustin. Bonjour Jenny, et de très près même. La notoriété arrive en 2012 lorsqu'Augustin Trapenard rejoint l'équipe du Grand Journal. À ses côtés, notamment Doria Tillier, son ami, avec qui il est toujours prêt à faire le show. Augustin, est-ce que tu peux me donner un beat, s'il te plaît? Ce que j'adore chez lui, c'est que c'est un enfant dans un esprit extrêmement affûté, cultivé, brillant. Il a envie de jouer, il a envie de... Ouais, il me fait penser souvent vraiment à un enfant. Quand je suis avec lui, on a envie de courir, de crier. Retour sur l'île de la Cité chez Augustin Trapenard. Son équipe s'agite pour le tournage de son émission 21 cm. Dans 1 heure débarque l'écrivain aventurier Sylvain Tesson. Nous voici à Paris, Sylvain Tesson, dans ma modeste cabane nettement moins rustique que celle dans laquelle vous avez vécu dans les forêts de Sibérie. 21 cm, un pari ambitieux. Prendre le temps d'écouter pendant 1 heure un écrivain qui se raconte, qui parle de son œuvre et de sa vie. Un format imaginé par Augustin Trapenard et son rédacteur en chef, Yvan Macot. L'idée, c'était d'avancer quelque chose de nouveau, de différent, pour peut-être une génération aussi qui est différente. Et il avait conscience qu'il fallait inventer autre chose, sortir des murs, de faire peut-être plus de ludique. Et quand on a conçu l'émission ensemble, on s'est toujours dit que notre émission, ce serait une émission littéraire qui se regarderait, mais en mangeant du popcorn. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les mois. Fin de l'émission. Augustin Trapenard, l'ami des chiens, des livres, des écrivains, propose à ses invités de piocher dans sa bibliothèque. Augustin Trapenard, l'homme qui fait circuler la culture. C'est super, ça me touche beaucoup. Ça vous a plu? Ah, beaucoup. Ouais. Les mots de Laurence Bloch, qui est comme un mentor pour moi. Alors Amandine Collongette, en vous suivant, elle s'est rendue compte que vous n'aimiez pas trop qu'on filme justement cette émission sur France Inter, Boomerang, qu'on filme vos invités. Pourquoi? C'est très important pour moi que la radio reste un espace d'imagination et d'imaginaire. Je comprends très bien que pour une matinale, par exemple, où il s'agit quand même de retrouver des séquences qui tournent un petit peu partout sur le web, on veuille filmer. Mais pour une émission culturelle qui est un entretien, je pense que sur la longueur, il est bon que ça reste... un catalyseur d'imagination. J'espère pouvoir résister encore longtemps, mais c'est difficile. Avec les podcasts aujourd'hui, c'est difficile. On a quand même retrouvé quelques images, des extraits de Boomerang qu'on a retrouvés sur votre compte Instagram. Ah. On regarde. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante. Vraiment, Augustin, vous me faites plaisir. Vraiment, Augustin, vous me faites plaisir. Enrico Macias. Enrico, moi, ce sont mes trajets en voiture pour aller en Auvergne. On partait en week-end avec mes parents. Mon père écoutait Michel Thor et Enrico Macias. Et alors, Enrico, il est venu dans Boomerang. J'attends Michel quand elle veut. Parce que je connais par cœur, je m'appelle Michel, au même titre que dans... Ça prouve que c'est très éclectique. En tout cas, votre palette d'invités, ça peut aller donc d'Enrico Macias au rappeur Damso, en passant par Jean Nouvel, Catherine Pancol. Et ça cartonne, on l'a entendu, plus d'1 million d'auditeurs par jour. C'est aussi ça la recette d'une bonne émission, c'est de varier ce que vous apportez aux auditeurs. Je crois. Jamais de snobisme, effectivement, dans Boomerang, mais un éclectisme d'art, déjà. Je ne reçois pas seulement des cinéastes, des acteurs, des musiciens. Il faut que ça tourne, il faut que ça change sans cesse. Éclectisme de tonalité aussi. Des émissions où on rit, des émissions plus profondes, plus intellectuelles. Et puis, je crois, éclectisme de public, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde. Et moi, ce que j'aime, c'est effectivement pouvoir recevoir Damso, comme vous le dites, le rappeur belge, et puis le lendemain, Pierre Bergougnou, immense écrivain de la Terre, et puis le lendemain, faire un hommage, par exemple, à quelqu'un qui nous a quittés, ce qu'on a pu faire avec Jean d'Ormesson ou avec Johnny, qui avaient été mes invités dans Boomerang. Est-ce que vous aimez tout ce que font vos invités, ou est-ce qu'il y a des jours où, sincèrement, vous allez un peu à reculons? Je ne suis pas guidée du tout, Isabelle, par le goût. En fait, vous savez, moi, je suis un universitaire à la base. Le jugement de goût, pour moi, ça n'est pas intéressant. Savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est une mauvaise question. La question, c'est est-ce que ça m'interpelle, est-ce que ça m'interroge, et surtout, quel sens est-ce que ça a dans un champ culturel, dans un champ médiatique aujourd'hui? C'est ça la question qui m'anime. Est-ce que tout ce que vous faites donc vous interpelle ou toujours, pas toujours? Voilà, toujours. Vous choisissez absolument. Et ça, c'est extrêmement, et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que Damso, que j'aime ou que j'aime pas,
tout le monde s'en fiche en réalité. C'est un peu comme si on posait la question à ma grand-mère. Tout le monde se fiche de son avis. En revanche, le fait que quand on met sa vidéo, quand il fait un petit live sur Boomerang, et qu'en l'occurrence, il y a une petite vidéo de lui à la fin, parce que j'ai bien voulu qu'on retire 1 minute de vidéo, et que ça fait 1 300 000 vues, où on a fait la même chose avec Orelsan, ça montre que ça a un sens, si vous voulez, dans le paysage culturel. Pas du tout. Des goûts quand même. Pas du tout, en revanche. Oui, mais encore une fois, mon jugement de goût à moi, tout le monde s'en fout. Vraiment. Alors, quand on écoute ce qui est frappant, c'est que justement, vous mettez toujours en valeur vos invités, il n'y a pas de jugement critique, il n'y a pas de propos négatifs, c'est pas votre genre tout simplement, c'est pas ce que vous aimez dans la radio. Vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que moi je suis pour la production de sens, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on invite quelqu'un dans une émission d'accueil et qu'on lui dit j'ai détesté votre livre, comme c'est le cas dans certaines émissions de télévision, j'ai pas la télévision donc je ne les citerai pas. On se met en valeur soi-même, moi ça ne m'intéresse pas de me mettre en valeur moi-même. Quand je reçois un invité, c'est parce qu'il m'interroge, il m'interpelle et j'ai envie de faire surgir le sens, en fait, quel sens est-ce que son œuvre a aujourd'hui. C'est surtout ça, je fais le pari du sens quand certains font le pari du buzz. Chaque mois, sur Canal, vous présentez également 21 cm, émission littéraire. On va lire tout de suite, comme ça c'est fait. C'est la même production qui produit le tube et 21 cm. Ça évitera toute théorie du complot. Ça c'est fait. 21 cm, c'est un format original, on l'aura compris. Vous conduisez des entretiens en situation. On va regarder ce que ça donne, on en parle après. Cela dit, il paraît que vous avez dit récemment que vous vouliez être président des Français. Et je ne sais pas si j'ai très envie que vous soyez le président, parce que vous avez dit que vous seriez corrompu, que vous vendriez des drogues et des armes nucléaires. Alors certes, pour reverser l'argent à des librairies, mais quand même. What I would do is I would raid the Louvre and I would sell all the paintings to Saudi arms dealers. I would sell all the paintings to Vladimir Putin, dope dealers and pimps to finance my social programs. Ouais, mais enfin c'est chaud quand même. Then I keep a lot of the money. Ouais, c'est chaud quand même. Faire une interview comme ça, littéraire, dans une voiture, dans Paris, ça sert à justement sortir du cadre, à leur faire dire peut-être des choses. Oui, c'est ça, c'est différentes tonalités, effectivement. Il y a 3 lieux dans 21 cm, toujours un lieu central qui est dans mon salon, dans ma bibliothèque, parce que c'est un lieu intime où l'invité va réagir différemment en fait, face à ma bibliothèque dans un espace qui est le mien. Et puis il y a 2 autres lieux, un lieu qu'il choisit et un lieu que nous choisissons. Là, en l'occurrence, moi, mon rêve, c'était de l'emmener à Los Angeles, mais pour des raisons de production, il faudrait que vous le disiez à cette boîte de prod, c'est pas qui vous produit vous, mais pour moi c'est un cauchemar. Ils veulent pas m'envoyer en Californie pour filmer James Ellroy. Donc du coup, on a dû le faire à Paris, mais effectivement, c'est un amateur de voitures, c'est un amateur de mouvement, c'est un grand écrivain de la ville, et ça nous amusait effectivement d'être dans ce type de mouvement-là, avec un ingé son dans le coffre qui hurlait parce qu'il était claustrophobe. Revenons à 2017, plus largement avec une des grandes tendances de l'année média, l'arrivée en force des assistants personnels à commande vocale. Autrement dit, ce sont des appareils reliés à Internet et commandés par la voix. Est-ce que vous en possédez un ? Non, pas encore, et j'espère jamais. Dorian Chotard s'est penché sur ce phénomène il y a quelques semaines pour le tube. Que deviennent les données collectées par ces assistants personnels ? Ces appareils peuvent-ils espionner notre vie quotidienne ? Avez-vous raison de vous méfier ? On regarde. Imaginez un monde dans lequel un assistant virtuel serait en permanence à votre service. Mets de la musique. D'accord. Dans chaque pièce de la maison, une enceinte commandée par la voix pourrait vous aider à faire la cuisine ou les devoirs de vos enfants. Sauf que pour vous assister, cette intelligence artificielle aurait besoin de tout savoir de vous écouter en permanence. Aux États-Unis, c'est déjà une réalité. En France, cette technologie vient d'arriver. Comment les marques comptent-elles tirer parti de ces nouveaux objets ? Notre vie privée est-elle menacée ? Notre enquête commence à Paris, chez Google. Nous ne sommes pas dans leurs locaux, mais dans un duplex entièrement aux couleurs de la marque. Une maison témoin qui sert de vitrine pour le lancement de leurs nouveaux produits. Raphaël Goumin, directeur marketing, assure la visite. On retrouve ici une télévision, des appareils, des luminaires, etc. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir montrer ce qu'apporte Google Home et à quel point ça peut simplifier la vie des Français à l'intérieur d'un réel espace. Connecté au réseau Wi-Fi de la maison, l'appareil se commande uniquement à la voix. 2 mots servent à le déclencher. OK Google, mets la lumière en bleu. Très bien, je change la couleur de 50 lumières sur bleu. Et voilà. L'appareil contrôle les différents objets connectés de la maison.
Il peut aussi répondre à des questions pratiques, à condition qu'elles soient simples. Ok Google, est-ce que j'ai besoin d'un pull aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Paris, les températures maximales atteindront 23 degrés et les minimales afficheront 12 degrés. Voilà. Il n'a pas répondu. C'est vrai, mais il m'a donné les éléments pour répondre. Voilà pour la démonstration. Nous tentons d'en savoir plus sur le modèle économique de cette enceinte intelligente. Comment est-ce que Google peut gagner de l'argent grâce à ce nouveau produit ? Je pense que la logique n'est pas exactement à ce niveau-là. L'idée, en gros, c'est d'être sur une proposition de service qui est utile avant tout. Le modèle économique viendra après, bien évidemment. Une réponse qui sent un peu la langue de bois. Aux États-Unis, les assistants vocaux font déjà partie du quotidien, de quoi aiguiser l'appétit des annonceurs. Exemple, le 12 avril dernier. Une chaîne de fast-food diffuse ce spot à la télé américaine. Okay, Google, what is the Whopper burger? La publicité déclenche les enceintes à distance. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of a flame-grilled quarter-pound beef patty. Une intrusion de la marque dans les foyers américains. Pickles, ketchup, and sliced onion. Un mois plus tôt déjà, voici comment certains utilisateurs avaient été réveillés. Hello, Bryson. The weather in Park Ridge currently is 21 degrees and sunny. By the way, Disney's live-action Beauty and the Beast opens today. Une pub pour Disney glissée au milieu d'infos pratiques qui déclenche aussitôt une polémique. Google dérange ses utilisateurs avec La Belle et la Bête. La publicité arrive et c'est vraiment bizarre. À terme, les assistants vocaux serviraient-ils uniquement à exposer leurs utilisateurs à de la publicité ? C'est l'avis d'Adam Marchik, expert du secteur que nous avons joint à San Francisco. Amazon, Microsoft, Apple et Google ont chacun dépensé des milliards de dollars cette année pour installer un assistant vocal chez vous. Et leur stratégie consiste quasiment à les vendre à perte. Ensuite, ils décideront de quand et comment la publicité s'installera sur ces nouvelles plateformes. Aux États-Unis, où 35 millions de personnes utilisent régulièrement une enceinte vocale, cette stratégie soulève déjà des questions. Echo can hear what you say and how you say it, any time of the day. Is that cool or is it creepy? We are only going to give up more privacy because we're entering an era of artificial intelligence. Les données personnelles collectées par ces appareils permettraient de délivrer un message publicitaire de plus en plus ciblé et ainsi accomplir le vieux rêve des annonceurs, tout savoir sur vous à votre insu. Pierre Calmar, directeur d'une agence de marketing digital, conseille déjà des marques sur le sujet. Si je suis demain un assistant vocal, je suis capable finalement de vous connaître presque aussi bien, voire mieux que vous, et donc de faire les choix potentiellement à votre place. On pourra connaître vos horaires de présence au foyer, on pourra connaître la structure même de votre foyer, la façon dont vous exprimez avec vos enfants, avec votre épouse ou votre mari. Et donc, toutes ces informations vont permettre de cibler des réponses marketing, publicitaires, pour les marques, de façon beaucoup plus pointue et beaucoup plus personnalisée que le vieux modèle publicitaire du XXe siècle. Mais une question se pose. Que se passerait-il si ces informations personnelles étaient accessibles à n'importe qui ? En Angleterre, un homme a découvert une faille dans la sécurité d'un assistant vocal. À 1h30 de Londres, nous arrivons à Basingstoke, où se trouve le siège de MWR, une entreprise de sécurité informatique. Mark Barnes est l'un des ingénieurs de la société. Cet appareil, c'est un Echo d'Amazon tout à fait classique. En apparence, il fonctionne normalement. Pourquoi en apparence ? Parce que j'ai ajouté un petit bonus. En gros, je l'ai transformé en système d'écoute. Une fois que vous l'avez chez vous, n'importe qui pourrait vous espionner. Ça fait peur ? Ouais. Il ne lui a fallu que 2 semaines pour trouver le moyen de pirater l'enceinte vocale d'Amazon. Voici sa démonstration. Right now it's recording all our conversation. And there was absolutely no way to notice it. There's no way of noticing it, and the device still functions perfectly normal. I can play the audio that we just recorded during the interview. Yeah, right now it's recording all our conversation. Yes, it's just... There was absolutely no way to notice it. Des pirates pourraient ainsi vous espionner, mais pas seulement.
En prenant le contrôle de votre enceinte, je peux aussi accéder aux informations confidentielles de votre compte Amazon. Vous pourriez faire des achats, par exemple? Oui. Cette seule faille, corrigée sur le dernier modèle de la marque, concerne 11 millions d'appareils encore en circulation dans le monde. C'est 1984, en fait, votre émission. Ça vous fait flipper ? De George Orwell. Oui, heureusement, on peut encore résister, on peut encore ne pas avoir ces objets chez soi et faire le pari d'une vie intérieure, puisqu'on parlait de vie privée. Et la vie intérieure, ça peut être justement, effectivement, les lectures, retourner quand même, revivre la grâce de l'ouverture d'un livre physique, du papier, les parfums du papier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rappeler ? Donc, ce n'est pas le futur client d'un objet connecté. On l'aura compris. Alors.